La vraie vie, c'est oser entreprendre. B2B avec Groupe Mutuel. B2B, en partenariat avec la GFI. Retrouvez chaque semaine une personnalité romande, monde de l'économie, portrait, entrepreneur et innovation. Rencontre avec les femmes et les hommes qui font la Suisse romande. B2B. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de B2B, une émission spéciale aujourd'hui en direct du Swiss Tech Convention Center qui accueille fin mars l'événement Rennes Switzerland consacré à l'économie de l'immobilier, l'occasion d'en rencontrer les acteurs. Ce programme est préparé comme d'habitude en partenariat avec la GFI. Vous êtes son rédacteur en chef, Frédéric Lelièvre. Bonjour. Bonjour Vincent Magny. Je rappelle que la GFI est aussi partenaire de cet événement important pour l'économie immobilière de toute la région, voire même au-delà, peut-être le plus grand événement immobilier de Suisse. L'occasion de rencontrer ces acteurs, vous l'avez dit Vincent, et nous recevons aujourd'hui le président de Gérofinance. Nous allons voir comment il a développé le groupe ces dernières années. Jérôme, félicité, bienvenue dans B2B. Bonjour messieurs, merci de m'avoir invité. Merci à vous de nous accorder du temps sur ce plateau pour démarrer l'émission Portrait. Jérôme, félicité, dans un portrait de vous paru en 2021 dans le magazine français Entreprendre, vous expliquez ne pas avoir eu besoin de chercher votre voie, ce qui est une chance. Vous déclariez que votre intérêt pour la branche de l'immobilier a démarré à l'âge de 13 ans. C'est très précis. Ça veut dire qu'à 13 ans, vous avez eu un déclencheur particulier ? Alors, je pense que pour vous parler, pour se remémorer ces événements, 13 ans, pour moi, ça faisait donc 1986. Et ça devait être le temps où mon père m'emmenait sur les chantiers. Et donc, j'ai découvert effectivement ces éléments, je dirais, de notre métier, qui est un métier très large aujourd'hui, mais qui était celui de développeur et de promoteur à l'époque, dans une période 86, pour ceux qui s'en rappellent, était une période avant crise. Grave, oui, juste avant la bulle n'éclate. Et donc, c'est mes premiers souvenirs, effectivement, d'avoir eu la chance de toucher ce métier d'assez près et d'avoir des souvenirs qui reviennent, effectivement. Et vous vous êtes dit, je veux faire ça plus tard ? J'avais très envie, j'avais des aspirations, les contours de ce métier me plaisaient beaucoup. Et puis, c'est vrai que relativement vite, quelques années après, j'ai commencé à travailler l'été chez mon père, à pouvoir voir de quoi étaient faits les métiers de régisseur, les métiers de promoteur et autres, et de courtier aussi. Vous allez vous associer avec votre père, mais avant cela, vous avez fait l'école hôtelière de Lausanne. Oui. Et puis, vous avez fait 11 ans chez De Ram, travaillé chez eux. Vous avez participé d'ailleurs activement au développement de l'entreprise en ouvrant des succursales en Suisse romande. Le fait que vous investissiez du temps, de l'énergie chez un confrère, c'était bien accepté par le reste de la famille ? Alors, oui. Alors, le reste de ma famille chez moi, oui. Je vous raconterai une anecdote qui vous fera peut-être rire, mais effectivement, j'avais eu la chance de rentrer chez De Ram après mes études pour un stage finalement somme toute relativement court de quelques mois. Et je me rappellerai toujours que la première semaine après le début de mon stage, le directeur de l'époque avec qui je me suis beaucoup formé, avec qui j'ai travaillé, qui est aussi une figure romande du courtage qui s'appelait Philippe Cardis, m'a fait sortir de la salle de direction, se rendant compte que j'étais le fils d'un confrère ou d'un concurrent. Un espion. Exactement. Et je me rappellerai toujours de ça. On en a toujours beaucoup plaisanté ensemble puisqu'on a beaucoup travaillé ensemble. On est restés très proches. Et donc, voilà. Donc, effectivement, mais vous avez reçu aussi des confrères dans cette émission qui se sont aussi formés chez d'autres confrères. Je pense que c'est une tradition qu'on a, qui est celle d'accueillir des jeunes et finalement de leur montrer les facettes du métier. Et c'était effectivement pour moi une formation extrêmement intéressante de pouvoir être hors du sérail et de pouvoir finalement revenir quand on a fait ses preuves. Et je crois que ça, c'est... Alors, on n'a pas tous la même règle, on n'a pas tous les mêmes aspirations, les mêmes envies, mais pour moi, je pense que c'est une des meilleures façons d'aller s'enrichir intellectuellement, professionnellement, ailleurs. Vous vouliez aller chez De Ram en particulier ou c'était la première place de libre finalement ? Non, alors pour moi, j'avais fait mes études à Lausanne. De Ram était ce qu'on appelle une maison. Qu'il est toujours pour moi, dirigé à l'époque par Yvan De Ram, avec qui j'ai eu beaucoup de contacts, beaucoup d'affection, qui a malheureusement disparu, mais qui était quelqu'un que j'appréciais énormément. Et donc, c'était pour moi ce qu'on appelle une maison de référence, dans laquelle il y avait des valeurs familiales, de tradition, de savoir-faire, et donc c'était finalement de loin pas la plus mauvaise pour se former. Effectivement. Après un peu plus de 10 ans chez De Ram, pouvez-vous nous rappeler dans quel contexte vous êtes retourné dans l'entreprise familiale ?
Alors, j'avais contribué finalement quand j'étais arrivé chez Durham à l'époque, qui est devenu, enfin le pôle courtage est devenu Cardis, mais qui s'appelait Durham à l'époque. C'était finalement une régie très traditionnelle, très lausannoise, puisqu'il y avait à l'époque de mémoire une seule succursale qui était à Vevey. Et donc, on a participé avec Michel Colatruglio, qui était un ami aussi, à Montreux, à Vevey. Après, j'ai ouvert Nyon, j'ai ouvert Genève. Donc, on avait en fait, finalement, c'était les premières régies et les premiers groupes immobiliers qui se créaient hors canton. Donc, c'était quand même une nouveauté. On ne s'en rappelle pas parce qu'aujourd'hui, c'est devenu extrêmement habituel. Et donc finalement, voilà, j'avais des aspirations de développement importants, notamment dans le courtage, puisque c'est vrai que c'est vraiment mon ADN en grande partie. Après, je me suis ouvert à tous les métiers de l'immobilier. Et finalement, il était venu pour moi le temps de sûrement rejoindre l'entreprise familiale ou de faire un choix finalement de la rejoindre ou de ne pas la rejoindre. On avait fait des propositions à Durham à l'époque qui n'avaient pas été retenues. Et finalement, on avait la possibilité avec mon père de racheter la régie Dunant à Genève, qui était une vieille institution, en 2006. Et donc, c'est à cette occasion-là que je suis revenu et que j'ai pris en main la régie Dunant à l'époque, en la rapprochant de Gérofinance et en la faisant changer, je dirais, de dimension. Puis très vite après, pour moi, j'avais un ADN quand même très vaudois, puisque j'avais été, enfin, même intercantonal, on va dire, Genève, Vaud, Valais. Et donc, en fait, j'avais une très grosse envie de continuer ce développement, ce que j'ai fait relativement vite avec d'anciens collègues. On y reviendra après au développement. Et autres. Donc, c'était le fondement, c'était finalement revenir, mais revenir aussi avec des idées, revenir avec une vision, avec un ADN. Donc, la reprise de Dunant a été l'occasion qui vous a fait revenir. C'était l'occasion de développer notre pôle régie. Mon père était extrêmement spécialisé dans la copropriété, dans la promotion immobilière, et puis c'était l'occasion finalement aussi peut-être pour moi de pouvoir mettre un peu ma marque et de pouvoir essayer de faire un peu différemment, puisque c'est vrai qu'on a eu la chance avec mon père de travailler plus de 10 ans ensemble et de confronter nos idées, de les compléter, enfin voilà. On reviendra plus en détail sur ces développements. En deuxième partie d'émission, vous avez beaucoup travaillé aux côtés de votre père, seul aussi, peut-être même un peu trop, car à un moment donné, vous avez frôlé le burn-out. Hein, je me suis remis en question, repris en main, ce sont vos mots, dans un portrait du média Stratégie. Alors, à quel moment avez-vous ressenti le besoin de lever le pied ? Oh bah écoutez, ça doit faire à peu près de mémoire de nouveau, à peu près 6 ans ou 7 ans, je pense, à mon avis. Alors, je vous dirais franchement, pour répondre à votre question de façon très claire, pour côtoyer beaucoup de régisseurs, mais beaucoup d'entrepreneurs aussi, qui soient banquiers, financiers dans l'immobilier. Je pense que je peux en compter minimum 1 sur 2 qui a vécu ce que j'ai vécu, mais je dis bien minimum, dans une vie relativement chargée, parce que c'est vrai que rétrospectivement, ça fait bientôt 25 ans, et c'est vrai qu'on n'a pas ménagé nos efforts pour arriver où on en est aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'il y a des phases de vie, on crée des familles en parallèle, on s'oublie un peu, et c'est vrai que, eh bien, il y a effectivement à peu près 6 ans, à mon avis, j'ai eu une gentille alerte, comme on dit, de façon extrêmement correcte, on va dire. On m'a ménagé, mais par contre, ça m'a fait prendre conscience qu'effectivement, il fallait changer un petit peu la façon de faire les choses, ne pas trop s'oublier, et puis je pense que c'est des phases de carrière. Il y a encore un tabou autour de ça, du burn-out parmi les dirigeants ? De moins en moins, à mon sens, puisque c'est de mieux en mieux appréhendé ou de mieux en mieux soigné. Mais je pense qu'effectivement, on en parle plus dans les entreprises. Vous savez, on disait il y a 20 ans, le mal du siècle, c'était le mal de dos. Moi, j'ai l'impression que le burn-out, c'est vraiment ce dont on parle le plus, parce que c'est vrai qu'on est... Alors, on est très connecté, hein, évidemment. C'est aussi une volonté. Ça nous permet de faire beaucoup de choses. Ça nous permet des fois de partir plus longtemps. Mais par contre... j'ai ce vieux souvenir que je raconte souvent d'un souvenir de nos vacances d'été où mon père était en vacances avec nous 2 semaines, 3 semaines en Grèce chaque été. Et puis, il avait un fax. Il recevait un fax tous les 3 jours ou tous les 4 jours de son assistante. Il répondait aux questions, il renvoyait ça 1 heure après, puis il avait la paix pendant 6 jours. Il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait rien. Donc, vous regrettez cette période ? À titre personnel, oui. Je pense qu'on est dans de l'hyperconnexion, de l'hyperconnectivité. On a aussi notre responsabilité de s'organiser peut-être différemment aujourd'hui. Alors justement, quelle stratégie avez-vous mis en place pour... Alors, j'ai la chance d'avoir une assistante qui travaille avec moi depuis, je pense, 17 ans. On commence à trouver nos marques sur ce genre de choses. Parce qu'on a toujours une mauvaise excuse pour rester connecté. Et pour la première fois, je crois, en janvier de cette année, je lui ai dévié mes emails.
enfin je lui ai dévié attention, je les ai dupliqués pour pouvoir les traiter aussi et elle aussi. Ce qui m'a soulagé puisque je savais que les choses étaient traitées. Et j'ai malheureusement pas encore trouvé totalement la façon de faire les choses, mais on s'éduque avec le temps puis on devient plus raisonnable. Jérôme Félicité, avant la pandémie, en août 2019, votre groupe a fait l'acquisition de la Régie du Rhône via la société Imo Participation, dont vous détenez 50% du capital. L'autre moitié appartient à Claude Berda, grand patron de l'audiovisuel français, cofondateur d'AB Group, naturalisé suisse en 2013. Il investit dans l'immobilier à Genève et dans Bilan, il déclarait, je cite, « Je trouve des patrons qui sont beaucoup plus performants que moi dans la marche des affaires ». Comment avez-vous rencontré Claude Berda ? Alors, je l'ai rencontré par l'entremise de Jean-Bernard Boux, qui est mon co-administrateur, avec qui on fait beaucoup de choses depuis plusieurs années ensemble, qui est un homme plein de talent et qui est aussi un entrepreneur très proche de Claude Berda, qu'on pourrait considérer un peu comme son bras droit, mais pas uniquement, ça serait un peu réducteur. Et donc, c'est comme d'habitude, en tout cas pour moi, pour nous, dans notre ADN, une histoire d'homme. C'est sûr qu'on avait la volonté avec mon père d'ouvrir le capital de l'entreprise pour assurer la suite des générations, mais aussi parce que moi j'avais comme velléité de faire les choses à plusieurs et non seul. Alors ça c'est vraiment ma marque de fabrique, c'est toutes les, on va dire, les startups ou entreprises qu'on a montées. Je les ai toujours montées avec des associés, souvent des associés animateurs, CEO, avec qui on partage le savoir, on partage l'expérience et on partage l'aventure. Et finalement, c'était une très belle rencontre qu'on a faite avec Claude au travers de Jean-Bernard Boux, mais également avec ses enfants, notamment avec son fils Alexandre, avec qui je travaille aujourd'hui. Et donc, en fait, des histoires finalement humaines, intéressantes, des compétences croisées et des possibilités finalement d'écrire les métiers de demain. On dit de Claude Berda qu'il doit sa réussite à un instinct aigu des affaires doublé d'une sacrée tolérance au risque. Vous confirmez ? C'est une excellente, c'est un excellent résumé qui n'est pas trop réducteur, mais qui dépeint effectivement assez le profil de Claude. Et effectivement, c'est quelqu'un d'extrêmement incisif, extrêmement réactif et qui est un très bon homme d'affaires. Ouais. Et vous, Jérôme Félicité, quelle place occupe votre instinct dans la gestion de vos affaires ? Alors, effectivement, je pense qu'il faut avoir un certain instinct, il faut savoir exploiter un carnet d'adresses, il faut savoir exploiter une situation, il faut savoir être réactif, il faut savoir être travailleur. Et je crois qu'effectivement, c'est un bon... Pour réussir des affaires, il faut avoir un goût du risque, évidemment, en tant qu'entrepreneur, à titre personnel, pas trop prononcé. Il faut savoir investir, il faut savoir, comme je dis, travailler. Puis on sait que c'est des cycles. On sait que quand on fait des rachats dont vous parliez tout à l'heure, il faut minimum 2 ans, 3 ans. On a des métiers de service. Et vous savez, moi j'ai toujours dit que on est plus intelligent au 3e, 4e rachat qu'au premier. Et la composante de nos métiers, c'est 2 choses pour moi, et ça le restera toujours, c'est les collaborateurs et les clients. Et dans des sociétés de services, si on ne commence pas par là, je pense qu'on rate ce qu'on fait. Et donc, c'est évidemment beaucoup d'énergie et puis évidemment un peu de chance quand même, hein, puisqu'il faut quand même rappeler qu'on a une conjoncture pour l'instant qui est relativement favorable dans l'immobilier avec des soubresauts. Mais depuis les 20 dernières années, on ne peut pas dire qu'on ait vécu des cataclysmes baissiers. On faisait référence à 86, enfin plutôt 88-90. Je vous assure que j'ai été ravi de finir mes études et de commencer ma carrière plutôt dans les années 97-98 que 88-89. On y reviendra en deuxième partie d'émission. Oui. Dernier point pour conclure cette première partie. Vous êtes passionné aussi de cuisine, au point d'ailleurs d'investir dans des restaurants, notamment aux côtés du chef Philippe Chevrier à Genève. Vous cuisinez aussi souvent, si mes informations sont bonnes. Vous avez bien une spécialité ? Alors, je confirme que je cuisine. C'est une excellente thérapie pour se relaxer. C'est aussi un plaisir. C'est un plaisir familial puisqu'on a été élevé comme ça, avec nos grands-parents, nos parents. Et donc, non, pas de spécialité spéciale. Beaucoup de choses. J'aime effectivement énormément cuisiner et partager surtout. C'est surtout le partage en famille, avec des amis et autres. Et c'est vrai que on a un peu le sacro-saint souvenir du repas dominical ou du dimanche ou autre, mais c'est quelque chose qui est resté assez ancré. Mais pas de spécialité, on va dire, complète, un peu de tout. Jérôme Félicité, dans cette deuxième partie, nous allons parler du marché de l'immobilier.
de ces développements en ce moment. Mais avant cela, revenons quand même sur cette vraiment spectaculaire progression du groupe Girofinance depuis que vous l'avez rejoint en 2006. Vous nous l'avez rappelé tout à l'heure à l'occasion de la reprise de la régie du Nant. Mais en 2011, il y a aussi la reprise de la régie de la Couronne, l'enseigne ED Lacour en 2016. N'oublions pas en 2012, je ne reviens pas en arrière, mais le lancement de Barnes Suisse dans le segment plus haut de gamme, la régie du Rhône en 2019. Bref, la liste n'est sûrement pas exhaustive. Aujourd'hui, combien d'employés, finalement, de collaborateurs comptez-vous? Alors sur l'ensemble du groupe, à peu près 700. Le pôle régie, on va dire, courtage représente à peu près 450 personnes. Après, on a un pôle construction, on a un pôle commercial. Enfin voilà, donc effectivement, une partie importante de personnes à gérer, de management à faire. On est présent sur à peu près une vingtaine de sites en Suisse avec des succursales. Ça, c'est aussi notre ADN sur la vision qu'on avait d'être très proche de nos clients, avec des métiers différents, la régie, la vente, la construction, puis surtout de réussir à être présent dans tous les cantons romans. Les états locatifs, on peut dire que c'est quoi? C'est près d'1 milliard de francs? Exact, on va dépasser le milliard de francs cette année avec effectivement la livraison du quartier de l'Étang, avec un peu une régie dans la régie pour gérer ce super projet. Ça vous place en tête des autres acteurs romans devant, il me semble, Nef, DBS, SPG, Comptoir Immobilier. Voilà. Vous êtes devant, hein? Il semblerait. On est derrière les institutionnels importants type Vincasa, Investis, Livit et autres. Et voilà, c'est venu comme ça. Est-ce que cette taille aujourd'hui vous satisfait? Vous avez besoin encore de la faire grandir? Alors écoutez, je crois qu'on a toujours fait les choses par opportunité humaine, comme je le disais. On n'a jamais été à la quête d'être un leader numéro 1. Je ne pense pas que ça soit ça qui intéresse les clients ni les collaborateurs. Mais par contre, il y a une vraie certitude, c'est que nos métiers sont appelés à se consolider, comme ceux de l'assurance et de la banque. Pourquoi? Parce que nos métiers se consolident depuis 20 ans. Moi, je rappelais l'autre jour à un confrère que quand j'ai commencé il y a presque 25 ans, les grosses régies faisaient 50-60 personnes. Il y a 10 ou 15 ans, elles en faisaient 100. Et aujourd'hui, elles font plutôt 200-250 personnes. Et donc finalement, on a aujourd'hui des grands défis qui sont la digitalisation, la numérisation, on va sûrement en parler, les marges qui progressent malheureusement pas. On est plutôt à l'érosion des marges et des honoraires. Donc il y a des vrais défis par rapport à ça. On a aujourd'hui des facteurs qui sont les facteurs énergétiques et d'augmentation dont on parle beaucoup ces dernières semaines et ces derniers mois. Les entreprises suisses vivent aussi ces genres de choses dans leurs charges. On a des charges d'électricité, des charges de chauffage, des charges de personnel qui augmentent. Je vous rappelle qu'il y a de l'inflation. Et par contre, on n'a pas encore suffisamment trouvé la possibilité de revoir nos honoraires à la hausse. En tout cas, ce n'est pas dans l'ADN de nos métiers que d'aller voir nos clients alors que les banquiers le font de façon vous ne le faites pas parce quasi systématique comme les assureurs. La pression de la concurrence vous en empêche? C'est ça le frein? Je pense que c'est une vraie question d'ADN qui est problématique aujourd'hui puisque ça n'est pas dans les mœurs et les gens ont de la peine. Si je prends le cas du courtage, on est plutôt à l'érosion des marges et des honoraires. Je ne vais pas revenir sur les nouveaux acteurs qui composent le marché roman en termes de digitalisation, le courtage à 0 francs, le courtage à 0% ou à 3500, à 7500 francs. Enfin bref, on en voit finalement, moi je trouve ça très bien, la concurrence est saine. Mais par contre, on voit que les paradigmes qui dictent nos métiers sont tous en train de changer. Et donc il faut se réinventer et il faut, à mon avis, réussir à offrir plus à nos clients. On parlera du numérique. Je pense que l'histoire de la taille est une composante. C'est une réponse. On reviendra sur le numérique dans un instant, mais juste avant, une dernière question. Le courtage était votre premier amour, on va dire, dans le métier. En 2021, vous publiez 1,6 milliard de francs de transactions. 2022, comment s'est passée l'année? Une année un tout petit peu en retrait, mais quand même aux alentours d'1,4 milliard résidentiel et commercial. Donc une très bonne année pour nous aussi. Très compliqué en fin d'année avec les incertitudes sur la hausse des taux. Enfin, peu d'incertitudes, puisque déjà des mouvements haussiers décryptés à l'automne. Donc, on voit, et le début de l'année, c'est un petit peu ressenti comme ça. Là, au printemps, ça va mieux. Ça repart de façon très dynamique. Finalement, on se rend compte que les acquéreurs n'aiment pas l'incertitude. Et sans compter le fait qu'effectivement, dans le marché, on va dire roman, et dans le panier de la ménagère, comme on dit, ça pèse plus lourd. Et donc, automatiquement, l'accession à la propriété devient plus compliquée, sans aide, avec de l'inflation autour de ça. C'est ce que remarquait dans votre siège, enfin dans les studios, il y a quelques mois, Sophie Misquet-Moser de Moser-Vernet. Il y a moins d'appétit aussi des institutionnels qui, en raison à la remontée des taux d'intérêt. C'est ce que vous constatez également ?
Alors oui, on a vu, nous on a eu une excellente fin d'année sur l'activité d'immobilier commercial, tant sur de la location que sur de la vente. On avait des grosses affaires embranchées qui se sont concrétisées avec des institutionnels, alors entre guillemets institutionnels, ça dépend ce qu'on appelle institutionnel. Caisse de pension, assurance. Voilà, exactement, mais même des privés qui ont des portefeuilles importants, qui avaient des problèmes de placement de liquidité ou autre. On a évidemment un peu de retrait par rapport à il y a un an, avec un appétit féroce et je vous rappelle des taux négatifs qui venaient impacter justement des institutionnels. On voit que le début de l'année est très dynamique de nouveau, avec tout simplement peut-être un rééchelonnement des rendements, avec des rendements qui sont peut-être un tout petit peu plus conservateurs aujourd'hui. Je vous rappelle qu'on avait atteint des niveaux de transactions et des niveaux de rendement qui étaient devenus démentiellement bas ou haut selon où on se place, avec une incapacité par exemple pour des privés de réussir à acquérir des immeubles. Oui. Parlons du numérique justement. Alors justement, des investissements dans une PropTech en particulier. Realforce, Bernard Nico est aussi rentré dans le capital de cette entreprise. C'est un premier pas vers un éventuel rapprochement? Alors, je ne sais pas, il faudra lui demander, puisque vous citez ce confrère. Ce qu'on pense, c'est qu'il faut, la data est une composante importante de nos métiers, qu'il faut réussir à la détenir, qu'il faut réussir à agréger certains CRM, certains outils. C'est ce qu'on est en train de faire chez nous, détenir un petit peu réussir à se prémunir de nos destinées. Aujourd'hui, les systèmes informatiques des entreprises sont extrêmement important. On a de plus en plus d'investissements à faire par rapport à ça. Je le dis souvent, mais plus on va s'ouvrir à l'extérieur, plus on se met à risque. Et vous le savez, aujourd'hui, c'est le cas de toutes les entreprises. Les datas doivent être sécurisées, donc on doit se prémunir de beaucoup de choses et on doit donc investir dans les outils digitaux. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Le numérique, ça sert à faire des économies d'échelle, être plus efficace, ça c'est vous le décrivez de cette manière. On parle beaucoup de ChatGPT et de l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est un outil qui pourrait aussi venir aider dans vos métiers? Et alors c'est oui, de quelle manière? Oui, c'est une composante importante. On parle beaucoup de la blockchain, on parle beaucoup des premières. Mais concrètement, des premières opérations blockchain qu'il y a. Aujourd'hui, on travaille beaucoup sur les matrices de calculation. Ça veut dire quoi, une matrice de calculation? C'est des outils que vous développez, notamment. Alors je vous prends un exemple, la prospection foncière. Aujourd'hui, si on a des activités de développement et de promotion immobilière, quand j'ai commencé, on faisait ce qu'on appelait du boitage, c'est-à-dire qu'on allait démarcher les gens et les propriétaires dans les boîtes aux lettres, ça se fait encore. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a des outils beaucoup plus développés qui permettent de réussir à capter des informations et de la data sur des potentiels constructifs, sur des parcelles à localiser, enfin voilà. Donc nos métiers évoluent, ils évoluent aussi dans la transition énergétique, je pense qu'on va en parler, dans la façon de rénover, dans la façon d'avoir des outils de construction, on parle beaucoup du BIM, on parle d'outils dont il faut se doter aujourd'hui puisqu'on ne rénove plus de la même façon qu'avant. L'interaction avec les locataires, ChatGPT, ça pourrait être un outil Ça pourrait, tout à fait, ça pourrait, je pense. Alors j'ai l'habitude de dire en tant que régisseur, pour moi que le locataire est autant client chez nous que le propriétaire. Évidemment que de façon très claire, on est payé par le propriétaire, mais je rappelle que le locataire payant un loyer aussi, c'est aussi notre client. Et je dis toujours qu'un locataire satisfait, c'est aussi important qu'un propriétaire satisfait. Donc c'est sûr qu'il faut qu'on aille. Aujourd'hui, on doit aller, si je prends le métier de régisseur, à la simplification des métiers. C'est-à-dire qu'on doit faciliter la vie de nos propriétaires et de nos locataires en développant des applicatifs aujourd'hui qui leur permettent de payer leur loyer facilement, d'avoir un système de ticketing, ce qu'on développe aujourd'hui chez nous, par exemple, depuis 3 ans, sur la vraie digitalisation de notre entreprise, avec une possibilité d'automatiser un maximum de choses, de rendre le locataire ou le propriétaire le plus autonome possible dans des actions où on ne sert à rien. Évoquant la transition énergétique, elle revêt différentes facettes, mais pour vous, dans vos métiers, il y a notamment assainir ces bâtiments, les rendre moins énergivores. Quel est votre plan d'action pour atteindre l'objectif de la Confédération, qui est neutralité d'ici 2050? Ça paraît loin, mais ce matin, le professeur Pudgen rappelait qu'en fait, il faudrait déjà le faire dès 2030 parce qu'on est en retard. Alors, on travaille avec des chauffagistes de la place, notamment à Genève et à Lausanne, sur en fait de la diminution énergétique sur certains parcs immobiliers qu'on gère avec de la performance énergétique. Le quartier de l'Étang est un excellent exemple qui a été réalisé dans le groupe chez nous. On est la première cité 2000 watts de Suisse, donc on se chauffe avec l'eau du lac. Donc il y a un partenariat qui a été signé avec les SIG pour être un acteur
responsable et donner ce qui va être l'habitat de demain. Et donc, en fait, on est confronté aujourd'hui à la problématique du renouvellement ou de la réduction complète de l'énergie fossile avec le mazout, avec le gaz. Donc aujourd'hui, on doit composer avec des packs RO, des packs quand on a la possibilité. Et c'est très encourageant de voir que le canton de Genève vient de voter, que le Grand Conseil vient de voter un crédit d'1 milliard, qui est le plus gros crédit, à mon sens, historique que le Grand Conseil ait jamais voté sur la rénovation du parc. Faut-il encore savoir comment on va rénover ? C'est pour les bâtiments publics, hein ? Exact. Faut-il encore savoir comment rénover ce parc ? Et c'est bien joli d'avoir de l'argent, mais faire des rénovations en site habité, on est en train de piloter, nous, une rénovation en site habité dans la région de Nyon pour un donc de garder les personnes dans les c'est extrêmement compliqué. Vous avez, je vous rappelle, des locataires qui vont habiter des appartements, qui vont peut-être vous demander des baisses de loyer, qui vont pas forcément y voir un confort immédiat, mais qui sont quand même touchés par ça, comme on leur dit souvent, puisque c'est eux qui payent le chauffage, donc ils sont partie prenante. Donc voilà, c'est véritablement... Alors chez nous, on a créé des départements spécifiques pour ça. On a créé un vrai département de transition énergétique couplé à des travaux, couplé à de la valorisation d'actifs. Est-ce qu'il y a des objectifs à atteindre vraiment dans quelques années ? Parce qu'on voit que l'urgence est là, on en discute beaucoup, mais ça bouge que très lentement. Alors écoutez, je pense qu'effectivement, on a malheureusement un effort à faire dans nos métiers pour expliquer ce qu'on fait. Et très souvent, on travaille en silo, en travaillant à l'interne, sans expliquer à nos propriétaires et nos locataires ce qu'on met sur pied. Quand je vous parlais tout à l'heure de transition énergétique, mais également de numérisation, de digitalisation chez nous, c'est un projet qui a été initié il y a à peu près 2 ans, qui va prendre encore 2 ans, donc sur 4 ans, avec un fort investissement pour développer des outils qui nous permettront de piloter beaucoup mieux les choses. Et c'est vrai qu'il faut qu'on l'explique, puisque je vous parlais tout à l'heure, alors nous, on n'est pas le canton de Genève, ni l'État. Je n'ai pas la possibilité dans mon conseil d'administration avec mon co-actionnaire de voter un budget d'une importance démentielle sans que ça fasse péricliter l'entreprise. Donc on est extrêmement minutieux. Ça veut dire que vous appelez à l'aide les pouvoirs publics ? On a besoin de Non, on met des montants à disposition. On est prêt à rogner sur des marges chez nous pour inventer les métiers de demain et permettre à nos propriétaires d'être efficients. Et je crois qu'il faut essayer d'éviter aujourd'hui le mythe du propriétaire riche. Aujourd'hui, être propriétaire d'un immeuble à Genève, c'est beaucoup de responsabilités, ou dans le canton de Vaud, ou en Valais, ou à Neuchâtel, ou à Fribourg, peu importe. Le propriétaire aujourd'hui est mis face à des responsabilités hyper importantes pour les années à venir. Il va devenir pour moi de plus en plus cher d'être propriétaire. Vous avez de plus en plus de normes qui sont en train de se voter. Vous avez en plus effectivement des nouvelles directives. Il n'y a pas un mois, mais c'est normal, c'est dans l'air du temps. On essaye d'avoir de l'habitat intelligent. Et aujourd'hui, je vous assure que de rénover des immeubles des années 50 qui ont des fois, pour certains cas, aucune possibilité de changer le système de chauffe, hormis de détruire l'immeuble ou de... Voilà. Donc on ne peut pas tout faire. On peut aller par étapes. Il y a eu le changement des fenêtres sur le canton de Genève. Je pense qu'à peu près tous les bâtiments aujourd'hui ont à peu près leurs fenêtres en conformité. Il y a eu aussi des directives sécuritaires il y a quelques années sur les ascenseurs. On va à des directives énergétiques aujourd'hui avec des mégajoules beaucoup plus bas. Enfin voilà, mais c'est juste, hein, on avait beaucoup de retard malheureusement. Et donc on n'a peut-être pas fait tout juste ces 50 dernières années. Jérôme Félicité, pour terminer cette émission de B2B, un petit quiz spécial carnet de voyage. Frédéric. Merci Vincent. Avec plaisir. On sait que vous êtes lié au Portugal avec via votre épouse. Quelle est votre ville préférée au Portugal ? Lisbonne. Un Porto préféré ? Avec plaisir. Lequel ? Un Porto blanc plutôt que rouge. Très Porto blanc avec des choses de chez Sandeman, des très vieux Porto blancs qui sont merveilleux. Vous aimez aussi la montagne. Quelle est la montagne de vos rêves ? Alors là, je ne vais pas me faire des amis, mais le Cervin me marque beaucoup, comme beaucoup de gens. C'est trop classique, ça. Quelque chose qui nous surprendrait un peu plus. La Plaine Morte. Et puisqu'on parlait de cuisine, pour terminer, un plat étranger que vous aimez lorsque vous avez particulièrement besoin de vacances ? Alors, le porco alentejano, qui est une spécialité portugaise avec du porc et des ameijoas qui sont des coques. Cuit comment ? Cuit à l'étouffée, c'est-à-dire dans une cataplana, qui est un plat en cuivre portugais, et on arrive à faire des merveilles. On se réjouit de goûter. Merci Jérôme Félicité d'avoir été avec nous. Merci à vous de m'avoir reçu. Merci Frédéric. Merci Vincent Magny. On se retrouve la semaine prochaine à nouveau depuis cette place pour partir à la rencontre d'un nouvel acteur de l'immobilier en Suisse romande. Nous serons en compagnie de Stéphane Nuzzolo, directeur d'Abacus Services. Portez-vous bien d'ici là et à bientôt.
B2B, en partenariat avec la GFI. Retrouvez chaque semaine une personnalité romande, monde de l'économie, portrait, entrepreneur et innovation. Rencontre avec les femmes et les hommes qui font la Suisse romande. B2B. La vraie vie, c'est oser entreprendre. B2B avec Groupe Mutuel.